Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro lendemain de match européen, lendemain de défaite, lendemain de déculotté, on peut le dire. Défaite 4-1 du gym au Stadio Olimpico contre la Lazio de Rome. Une défaite lourde dans des conditions climatiques dantesques, catastrophiques. On y reviendra. Loin de nous l'idée de justifier cette défaite, mais ça fait partie quand même du contexte. Une émission à froid aussi, ça fait du bien. Voilà, de poser un peu les arguments, l'analyse pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé hier soir et ce qui se passera peut-être dès dimanche contre Paris avant la trêve internationale. Pour m'accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Flo qui est de retour. Salut Flo, comment ça va? Ben écoute, ça va moyen, hein, une petite déculottée hier soir, une petite polarisation d'affilée dans le club Pancho, donc c'est bien, on enchaîne. Nous, on n'a pas peur de jouer tous les 3 jours. Mais voilà, hein, non, non, c'est un plaisir d'être là. Puis bon, c'est un peu une thérapie là, d'après Rousse. Alors Hugo est là pour une défaite. C'est historique, messieurs dames, puisque normalement, voilà, le totem d'immunité, l'atout majeur, normalement, bah, tu viens pour une victoire, mais là, Hugo, tu viens pour une défaite et une lourde défaite. Est-ce que je te demande comment ça va? Ah bah ouais, ça va, ça va. La dernière fois que j'étais venu, on avait gagné 8-0. Bon, faut croire que le fluide marche que en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, ça reste encore un peu compliqué, mais on va essayer de corriger ça. Alors effectivement, une défaite 4-1 après ce match nul la semaine dernière contre la Real Sociedad, le gym donc à un point dans cette phase de championnat de l'Europa League. Messieurs, au lendemain de cette défaite, quel est le sentiment qui vous anime? Peut-être Hugo pour commencer. Est-ce que on est plutôt dans un ressenti alarmiste au vu de la prestation de l'OGC Nice, ou est-ce que finalement on se dit que bah, tout comme la victoire 8-0 qui a été énorme mais qui vaut finalement que 3 points, bah, cette défaite elle est lourde mais elle vaut bah, toujours 0 points. Ça fait mal pour le goal average, mais on a toutes nos chances encore pour se qualifier pour le tour prochain. Je dirais pas alarmiste non plus, mais je dirais plus une sorte de petit retour sur terre après le match en Coupe d'Europe contre la Real Sociedad, où j'avais trouvé que face à une adversité quand même très relevée au niveau européen, même s'il faisait pas un bon début de saison, on avait fait quand même un très bon match dans le contenu, on n'avait pas été payé. Là, je m'attendais à ce que en fait, on continue à monter en puissance face à la Lazio qui est, je dirais pas peut-être pas un cran au-dessus de la Sociedad, mais qui est dans ces eaux-là, même si c'est un type d'équipe différent. Et petit retour sur terre parce que même si on en parlera, les conditions étaient compliquées, même si la première mi-temps n'est pas si dégueu dans le contenu, au final, tu prends 4-1 et j'ai senti quand même une bonne classe d'écart en termes d'expérience et en termes de ressenti européen entre nous et la Lazio, ce qui n'est pas forcément rassurant quand tu vois le nombre de changements qu'ils ont opérés, quoi. Il y avait huit changements par rapport leur match championnat le week-end dernier. Et même si dans le contenu, t'es pas si loin de la Lazio, sur la feuille de stats, tu prends 4-1, il y a pas grand-chose à dire. Et en fait, t'as jamais été réellement en position de gagner. Et moi, ça m'inquiète un peu de pas progresser voilà, au niveau européen face à des équipes comme la Lazio, contre qui, au début de saison, on s'imagine quand même pas être à leur niveau, mais être en capacité de challenger des équipes comme ça, quoi. Si on joue à la Ligue Europa, c'est pour viser quoi, un quart. Et donc, il faudra forcément battre des équipes du niveau de la Lazio à ce moment-là. Et prendre un 4-1 comme ça, tout sec, c'est pas très rassurant pour moi, pour l'avenir européen et pour la progression européenne du gym. Flo, une classe d'écart, est-ce que tu rejoins un peu Hugo qui précise effectivement qu'il y a eu un gros turnover effectué du côté de la Lazio dans le 11 de départ? Le GC Nice, on était sur quasiment un 11 type avec les forces en présence, seulement Louché qui remplaçait Ali Abdi sur le rôle de piston gauche, Moukoko qui faisait un peu souffler Guessant en pointe, derrière bon, ben, Buonani, Boga enchaînés. Finalement, est-ce que voilà, il n'y a pas tout simplement une classe d'écart entre ces deux équipes en atteste ce score lourd malgré la rotation effectuée côté Lazio. Ben, d'un côté, il y avait une équipe qui a l'habitude de la Coupe d'Europe, enfin dans le ressenti, hein. Et de l'autre côté, on avait l'impression qu'une équipe découvrait l'Europe en termes de malice, en termes d'engagement, en termes de vie. Et voilà, à la fin, ben, alors 4-1, c'était cher payé, mais la défaite, par contre, globalement, est méritée. Je pense que, comme dit Hugo,
on revient un peu sur terre parce qu'on était très euphorique depuis la victoire 8-0 contre Saint-Étienne. Et là, ben, retour sur terre. Et surtout, ben, on va parler encore de la même chose, hein, week-end après week-end, mais manque d'efficacité dans les deux surfaces. Et au final, ben, ça se paye, même si je pense qu'on va en revenir un peu après, mais dans certaines intentions, hier, tu joues un match de Ligue 1 et pas un match de Coupe d'Europe. Alors finalement, ouais, quand on reprend un peu le fil de la rencontre, l'OGC Nice a eu du mal à rentrer dans ce match-là, avec une succession d'occasions nettes concédées, deux barres transversales, et ce but encaissé suite à un corner mal dégagé, et puis à ce geste technique aussi de grande classe de Pedro, hein, qui rappelle que pendant quasiment une dizaine d'années, c'était l'un des meilleurs ailiers au monde, hein, si ce n'est ouais, l'un des meilleurs. Et puis, Hugo, Nice se réveille à ce moment-là, commence à produire du jeu, et contre le cours du jeu, à ce moment-là du match, concède ce 2-0 avec une passivité assez énorme en défense. Euh, Comment est-ce que tu vois ce premier acte-là, finalement, parce qu'on le termine plutôt bien. Il y a ce but aussi de Boga qui est beau, qui est bien construit. Il y a une connexion avec Moukoko. Un premier acte plutôt positif, malgré le fait qu'on l'ait démarré une demi-heure trop tard, quoi. Ouais, plutôt positif, je sais pas si on peut aller jusque-là, parce que effectivement, dans les intentions, l'entame de match est très très compliqué et tu as toujours ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est ce défaut dans ta propre surface de réparation où tu concèdes des situations sur normalement, il devrait pas y avoir il devrait pas y avoir danger et tu te mets en difficulté tout seul, tu défends très mal, est assez facilement transperçable par l'adversaire et donc c'est ça, ce genre d'erreur en Coupe d'Europe, ça pardonne pas. On l'avait déjà vu contre la Real Sociedad où sur la première occasion, la passe claquée de Buonanni pour Rosario, bah, tu prends un but directement. Bah, là, encore une fois, le même défaut en fait. En Coupe d'Europe, tu peux pas te permettre d'être trop laxiste sur certaines actions ou de pas être à 100% dans ta passe, dans ton geste technique, tu es puni directement en fait. Et sur la première demi-heure, c'est exactement ça. La Lazio a pas non plus 10 000 occasions, quoi. Il y a le corner, la frappe contrée sur la barre et les deux buts. Et bah, après, fin de première mi-temps, ils se mettent en bloc solide. Ils nous laissent le ballon. On n'a pas forcément 10 000 occasions non plus, même si on a le ballon. Et effectivement, tu as cette très belle action avec Boga et Moukoko qui est un peu de réussite sur le 1-2, mais l'intention était là. Donc tu finis mieux, mais enfin, dans le contenu, moi, j'ai pas non plus été transcendé par ce que j'ai vu de notre part. J'ai surtout eu l'impression d'une Lazio qui avait le match à sa main et qui, quand on avait le ballon, bah, c'était un volontaire de leur part de nous le laisser. Et on n'a pas non plus énormément d'occasions, quoi. Défensivement, Flo, on a pointé aussi, Hugo l'a dit, ce manque de réalisme dans les deux surfaces, mais encore des errances et puis voilà des erreurs qui ont été payées immédiatement. Un corner mal dégagé, une approximation dans le placement de Youssouf et dans la négociation d'une passe dans la profondeur. Tu te retrouves à 2-0 sans pour autant avoir eu l'impression d'avoir subi énormément. Ouais, la passivité, je pense que c'est le mot qui résume un peu ce match. On n'a pas été acteur, on a été spectateur dans des situations qui étaient plutôt décisives. Et dans un match de Coupe d'Europe, c'est là où la différence se fait. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on a été inexistant dans le cœur du jeu, que ce soit de manière défensive ou offensive. Et il faudra revenir un peu sur ce système, cette animation, parce que en Ligue 1, il y a un peu moins de qualité dans le milieu de terrain, donc tu peux t'en sortir avec un milieu à deux, surtout si tu as de la qualité avec Boudaoui et Ndombele. Là, que ce soit contre Lens ou encore hier soir, quand le milieu d'en face a un peu plus de qualité, je trouve que dans le cœur du jeu, on a du mal à exister. Que ce soit offensivement ou défensivement, la preuve en est, c'est que la seule action où on est vraiment dangereux, c'est qu'on arrive à trouver Moukoko en pivot et cette remise pour Boga, mais on l'a trouvé trop peu de fois parce il y a trop d'écart entre les lignes. On n'a pas une équipe en bloc. C'est Vincent, alias Bertigno sur Twitter, qui a souvent pointé, mais il a raison. On a énormément de problèmes sur les transitions défensives. Et il y a 3 actions sur 4 hier, à part le corner, où à chaque fois c'est une percée plein axe.
On a Rosario et Boudaoui complètement dépassés ou Youssouf en deuxième mi-temps. À chaque fois, ce sont nos deux milieux qui sont dépassés. L'équipe adverse a 20 mètres pour venir fixer la défense et arriver plein fer. Et pour moi, c'était un miracle de rentrer à 2-1 à la mi-temps parce que oui, on, on se dit peu d'occasions, mais d'un côté, tu sens qu'elle a déjà le match en main. T'as du mal à te faire dangereux à part 10 minutes en première mi-temps. Tu vois très bien que le problème, il vient du milieu de terrain. Et tu repars avec les mêmes hommes, dans le même système. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu peut-être repositionner un bon ennemi plus axial. Peut-être rajouter un milieu de terrain, finir qu'à deux pointes. Mais la demi-temps, tu le payes dans le même secteur que la première, c'est ton milieu de terrain. Et ça, c'est une lecture de match. C'est pas la première fois où je trouve que Francaise a un peu de mal dans ses lectures. Déjà contre Toulouse, ça nous avait fait mouche quand l'équipe pestait physiquement autour de la 65-70e, a insisté Con- avec le même 11, on Contre s'était Toulouse, misé. justement, il était avec ces trois milieux de terrain-là. Il était avec 3 minutes de terrain là, mais dans la lecture du match, on sentait un Ndombele qui faisait plus les efforts, on sentait un Boudaoui dans grande difficulté, il n'avait pas fait les changements et on avait pris ce but parce que physiquement on n'était plus au milieu. Et hier, on a un peu cette chance de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps. Tu as la chance de pouvoir te rectifier tactiquement parce que c'est tactiquement où tu es en difficulté. On voit pas de changement sur la deuxième. Il avait très bien réussi à faire en changeant deux hommes contre Lens. Il avait réussi à nous remettre dans le match tactiquement. Hier, il n'a pas su le faire. Et c'est ce que je regrette un peu. Et par moment, en fait, c'est bizarre parce que par moment, je trouve qu'il est énormément trop dans la gestion des hommes, des forces en présence, tout ça. Et d'autres moments, je trouve qu'il gère pas assez son groupe. Exemple, Ndombele qui fait 90 minutes contre Saint-Etienne. Alors que tu sais que c'est un joueur qui revient de blessure et qui est fragile. Pour moi, c'est 0 à la mi-temps, il doit sortir. Il y a des lectures de match où il y a Paquet, il y a son staff aussi, mais je trouve que c'est un peu controversé d'un match à l'autre. Pas ce que Hugo en pense, pas ce que toi t'en penses, Pancho, mais Déjà, voilà, je trouve qu'il déjà y a des Hugo, lectures de peut-être, match qui sont douteuses. quel est ton ressenti par rapport au milieu de terrain là? Est-ce que tu considères que ça a été problématique et ça l'a déjà été ou ça peut l'être, tant effectivement voilà, ce système pour l'instant est inamovible pour Francaise? Bah, j'ai surtout l'impression que c'était peut-être le match de trop pour Rosario, qui a quand même enchaîné 90 minutes à haute intensité depuis début septembre. Et là, hier, il a été franchement en difficulté, là où d'habitude, il est très bon, c'est-à-dire dans l'impact physique, dans ses duels. Il a été tout le temps à contre-temps, il était tout le temps battu, c'était très compliqué. Sur le troisième but, il se fait prendre n'importe comment. Donc, je dirais que c'est hier surtout peut-être une affaire individuelle, une affaire de fatigue, parce que je trouve que Boudaoui a fait il s'en est plutôt bien sorti. C'était peut-être pas un des meilleurs, un des moins pires, toujours dans ce rôle de projection. Mais ouais, effectivement, depuis le début de saison, le milieu, c'est compliqué parce que bah, on a peu souvent finalement aligné la même paire, quoi. Avec les blessures, il y a eu beaucoup de paires différentes, donc peu d'automatismes créés. Et on sait que bah, dans le système de Francaise, c'est aussi très énergivore puisqu'ils sont que deux. Donc il y a beaucoup d'espace à couvrir. Donc ouais, c'est un mélange de effectifs trop courts avec les blessures, manque d'automatisme et bah, individualité pas encore au top. Donc là aussi, il faut prendre son mal en patience et attendre que certaines blessés comme Ndombele reviennent à son top, que Sanson revienne. Parce qu'effectivement, il ne changera pas son système. Donc il faudra laisser le temps aux joueurs de l'apprivoiser et d'être plus serein dans les phases défensives surtout. Et bah, laisser le temps aux blessés de revenir. Et Alors c'est surtout. Flo, simplement, tu m'avais demandé un peu ce que j'en pensais et quand tu as évoqué les transitions défensives là, par Vincent, en fait ça me fait penser au match d'Angers où effectivement tu gagnes mais que tu te fais percer sur certaines situations alors que bah, on a vu le niveau intrinsèque d'Angers qui était bien inférieur au nôtre. Le but vient quand même voilà, d'une perte de balle et d'une transition rapide, faute de Bombito, penalty, carton rouge, on va pas refaire l'histoire. Moi j'ai quand même l'impression que au-delà du double pivot, milieu à 3, le fait qu'il y ait eu pas mal de paires qui échangeaient, il y a surtout des consignes tactiques nouvelles et qui sont complètement différentes de ce qu'on connaissait. Hein. Je vous apprends rien, les gars. Hein. Mais qui forcent
à- aux joueurs à faire preuve d'une grande rigueur et d'un équilibre sur certaines phases. C'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on n'a pas un jeu euh, aussi ouvert offensivement, aussi beau à voir et aussi vertical. Derrière, ça sous-entend quoi? Tu veux créer du déséquilibre contre l'adversaire, tu acceptes ton déséquilibre. Mais derrière, euh, nombre de situations en pagaille où on s'est retrouvé en difficulté trop facilement. Contre la Real Sociedad, c'est pareil. Vous avez parlé du but concédé. Il y a aussi cette situation avec le retour de Klose au dernier moment. Euh, il y en a eu plein où on est trop facilement en difficulté. Après, on parle de changement de système à Nice, mais et ce que personne ne pointe depuis le début de la saison, c'est que Francaise ne joue pas pareil à Nice qu'à Lens. C'est-à-dire que si on réfléchit bien dans le dispositif, c'était la même chose, mais à Lens, il joue avec des ailiers intérieurs. C'était souvent Sotoka et Thomasson, ou Sotoka et Fulgini, qui sont des joueurs qui travaillent énormément sur le repli défensif. Ça veut dire qu'à la perte du ballon, quand Lens perdait le ballon, ils étaient quatre à travailler au milieu de terrain, parce que je te rappelle que Fulgini et Thomasson, c'est des numéros 8 de métier. Sotoka, c'est un style Gaëtan Laborde, c'est un joueur qui est très travailleur. Là, on joue avec deux purs ailiers, un ailier un peu plus meneur Buonanni et un ailier qui colle un peu plus la ligne, mais dans l'animation, ce sont vraiment des ailiers qui travaillent beaucoup moins à la perte du ballon et ça se ressent. Et déjà que, à part Rosario et Sanson qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, mais nos deux milieux titulaires, on va dire pour l'instant Boudaoui et Ndombele, ils sont plus des milieux de terrain créateurs, relayeurs, que vraiment des milieux qui sont à la récupération. Donc en fait, quand tu alignes cette compo-là dans cette animation-là, en fait, tu as 5 joueurs offensifs mais très feignant sur le repli, en fait. Et tu n'en as pas beaucoup qui travaillent à la perte du ballon, parce que t'as pas, quand tu as Rosario, tu as cette sécurité d'un joueur qui travaille un peu plus. Et quand normalement tu as l'équipe titulaire avec tes deux ailiers, que ce soit Bonani, Boga, Shaw, Moukoko, Guessens, c'est des joueurs qui travaillent beaucoup moins avec ballon que ce qui se faisait à Lens. À Lens, Lens, c'était une équipe qui attaquait de la même manière, avec beaucoup moins de qualité individuelle. Il avait réussi à créer un collectif, mais individuellement, il y avait beaucoup moins de qualité. Par contre, défensivement, c'était un bloc beaucoup plus compact. Nous, on joue avec des vrais ailiers. Donc, du coup, on a souvent un 4-5 joueurs offensifs, ce qui fait qu'à la perte du ballon, ton premier rideau, il va presser. Une fois qu'il est passé, il va pas faire cet effort de repli. On l'a vu hier. On l'a vu hier. Il y avait un espace énorme entre les lignes. Et à chaque fois que tu étais percé, perforé, il n'y avait pas de repli, il n'y avait pas de faire cet effort de course derrière le porteur du ballon. Une fois que tu étais éliminé, tu étais éliminé. À Lens, il n'y avait pas ça. Et d'ailleurs, le match, même si c'était une équipe très faible, et je pense pas qu'il faut prendre ce match en référence, mais contre Saint-Etienne, là où c'était notre force, c'est qu'on a été très présent dans le cœur du jeu, notamment avec cette animation à deux pointes Moukoko Guessant. Ifo était un peu plus libre, c'est-à-dire que parfois on pouvait basculer avec cette paire à trois ailiers, parfois il était en 10, mais il y avait un lien. Là, on est sans liaison, il se passe rien. On a nos deux ailiers qui collent la ligne, de temps en temps Buonanni qui revient piquer axe, mais bon, Buonanni, il va falloir commencer à ouvrir le dossier parce que moi je veux bien qu'il soit jeune, il doit progresser tout ça, mais actuellement pour moi, c'est pas un joueur qui a le niveau pour jouer au tableau de Ligue 1. Actuellement, je parle à l'instant, il a peut-être le potentiel, il doit encore se développer, je fais pas un jugement tôt par rapport à la situation du joueur. Mais actuellement, c'est pas un joueur qui a le volume de jeu pour prendre les clés du jeu niçois. Et voilà, on l'a encore vu hier. Là, ça fait 3 matchs d'affilée, il enchaîne. Jusqu'à maintenant, il enchaînait seulement parce qu'il n'enchaînait pas. Là, il enchaîne. On parle de Loutier, je suis d'accord. Loutier, depuis le début de saison, il a 2 3 matchs dans les jambes. Boanani, qui joue beaucoup depuis le début de la saison. Compliqué, hein. On Et donc, viendra, Flo, on viendra plus en détail après peut-être sur non, non, mais les voilà. performances individuelles. Mais Hugo, voilà, tout ça pour dire que ça va pas du tout. par rapport à ce que dit Flo, est-ce que finalement c'est quoi le temps qui manque aussi à Aise? Bon, forcément, hein, les circonstances avec les blessures. Est-ce que tout simplement il n'aurait pas les joueurs pour faire ce qu'il a fait et plutôt bien fait du côté de Lens? Non, je pense que pour l'animation défensive, il est aussi, bah, comme on l'a déjà dit, tributaire des blessures et bah, certains profils. Un profil comme Sanson, tu as quand même un travailleur au milieu, qui pas qu'un travailleur, qui est aussi un joueur capable de se projeter, etc. Peut-être qu'aussi au début de saison, Youssouf était peut-être considéré comme jouant au milieu, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression on l'a vraiment décidé de le repositionner. Ça s'est fait quand il est revenu de blessure fin août. Peut-être qu'au début, pendant le mercato, il était peut-être considéré, je sais pas, hein, comme un profil au milieu de terrain. Et ces deux joueurs-là sont quand même des profils qui vont t'apporter plus de sécurité dans le repli, plus de travail. Là où effectivement, quand tu alignes du Boudaoui, du Ndombele, c'est très compliqué dans le repli défensif.
Et là où je rejoins Flo aussi, c'est sur notre meilleur match défensif. On l'a fait avec la présence de Shaw et de Guessant, qui sont deux joueurs qui, quand même, je trouve, travaillent beaucoup en repli défensif et dans le pressing aussi, mais aussi dans le repli. Et c'est sûr qu'avec des profils comme Buonanni ou Boga, qui sont vraiment là, pour le coup, plus des créatifs, bah, tu perds aussi. C'est-à-dire que dès que tu perds le ballon, le contre-pressing est très compliqué et l'adversaire vient immédiatement de ton camp et tu es tout de suite submergé. Alors, avec des profils comme Shaw et Guessant, ta première ligne, elle est beaucoup plus solide, elle va pas lâcher son joueur et le décalage ne se crée jamais. Alors que bah, là, tu as un décalage qui est créé et en plus, au milieu de terrain, tu as des profils. Bah, quand tu as Ndombele ou Boudaoui, c'est beaucoup plus compliqué dans l'aspect repli, dans l'aspect purement défensif. Donc tu as un effectif qui est bah, trop court en ce moment. De toute façon, on l'apprend à personne, l'effectif est court en ce moment. Et donc ça crée du déséquilibre un peu à tous les étages. Et ça donne des situations comme on l'a vu hier, où on est très en difficulté défensivement. Donc il faut être patient, attendre le retour des blessés. De toute façon, on peut rien faire de plus en attendant. Après, enfin, excusez-moi de couper, mais on parle d'effectifs trop courts, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, par Mofi qui est blessé de longue date, Laborde qui va revenir peut-être autour de Noël, et pour moi, je suis désolé, hein, ça va peut-être faire peut plus d'un, mais pour moi, avec ce que tu as devant, enfin, limite, il faudrait s'en séparer cet hiver avec la masse salariale qui prend de ça, donc pour moi, c'est un joueur que dans ma tête, je compte même plus dans l'effectif. Et Morgan Sanson qui va revenir, mais au milieu, et c'est pour ça que je le dis depuis le début du mercato, on est trop court en termes de qualité et ça se ressent. Et je suis désolé, mais là on est effectif plein au milieu de terrain, les gars. À part Morgan Sanson, quand tu joues tous les 3 jours, on a un effectif qui est trop léger au milieu. Et surtout, pour moi, on a des profils qui ne correspondent pas. C'est-à-dire que Ndombele, on l'a bien vu à Lyon. Un joueur super dans un milieu à 3, parce qu'il a 2 joueurs derrière lui pour venir couvrir défensivement. Et dans un milieu à 2, ben, défensivement, mais c'est bon, Ndombele, hein. Et ça va te couvrir moins de volume. Boudaoui est un super joueur, mais c'est des joueurs qui sont faits pour jouer dans des milieux à 3. Pour moi, là, on n'a pas de profil pour jouer dans un milieu à 2. Et enfin, en tout cas, pour faire pendant 90 minutes, avoir le volume de jouer à 2, faire les transitions off, faire les transitions def, un rôle qui est très compliqué. Si en plus à ça, tu rajoutes un piston comme Tom Nucci qui est complètement en difficulté hier, qui peut parfois venir aider un peu ces transitions défensives, c'est dur. Hmm. Alors sinon, faut comme à Lens, il faut qu'un Medina ou un Danso ou quoi, des fois rentre dans le milieu, ce qui devrait faire Youssouf, mais on le voit pas. Et autre chose aussi, c'est que à chaque fois, quand on se fait percer le rideau, on est constamment en recul frein. On défend jamais en avançant. On atteste Parce que par contre, la situation du deuxième but de Youssouf, où là, clairement, enfin, mais, mais, c'est même pas que la Youssouf, situation de Youssouf. Non, mais attends, contre il Marseille, court, le deuxième but, il recule, il est face à son but. À aucun moment il est face au jeu. Il est aspiré par le ballon. Il n'y a rien qui va dans son placement, dans son intention à ce moment-là. mais même Pancho, regarde, rappelle-toi du deuxième but d'Enrique à Marseille. Hmm. Perte de balle de Claude. De suite, on recule, un appui est trouvé, et Enrique, il a tout le temps d'ajuster. Personne ne monte sur lui, on est constamment en recul frein sur les ballons perdus. Contre la Sociedad, pareil, on perd un ballon délicat. On recule, on recule, on recule. Juste avant, je sais pas si tu te rappelles, juste avant ce but, pareil, il y a une situation où on perd le ballon au milieu de terrain, on recule. Bombito nous couvre un hors-jeu. Heureusement qu'il y a un mauvais contrôle de l'attaquant de la Sociedad dans la surface où Bombito peut mettre le pied, mais sinon on est encore dépassé. On est constamment en recul frein. Et ça, c'est une force de Farioli, c'est que peut-être son bloc s'était positionné plus bas, mais tu défendais tout le temps en avançant. Tout le temps. Parce que quand tu es en recul frein, c'est soit tu couvres le hors-jeu, mais jusqu'à 10 mètres devant ton but, parce que c'est pas ça à Lens aussi en première mi-temps, et le porteur du ballon a le temps d'avancer, gagne des mètres. Toi, tu prends le risque de descendre en avançant, mais c'est beaucoup mieux parce que déjà, tu réduis le champ des possibles au niveau des possibilités de passe. Et en plus de ça, tu as des joueurs qui n'ont pas la possibilité de prendre ton dos. Parce que même un joueur rapide comme Bombito, quand il est en recul frein, le temps qu'il se retourne et qu'il se mette en mouvement pour prendre la course d'un attaquant qui part de face, c'est Hmm. compliqué. Et ça, c'est un gros défaut aussi depuis le début de la saison. On défend constamment sur le cul. On défend jamais en avançant. On se posera la question sur eh bien, le changement tactique possible, sur le 11 que vous aligneriez dimanche soir sur le match de Paris. On fera ça en fin de numéro. On va revenir au match. Donc on en était à la mi-temps.
2-1 pour la Lazio à ce moment-là. Et puis là, tu te dis que tu as plutôt bien fini la première mi-temps, même si tu passes pas loin de la correctionnelle. Et là, badaboum, ça commence à pleuvoir, je crois. Voilà, tu disais Hugo, vers la 55e, vers l'heure de jeu. Parce que je vois le troisième but où en fait Bombito glisse vraiment concrètement. Voilà ce but qui intervient, je crois, avant l'heure de jeu. Et puis ce penalty absolument lunaire provoqué par Marcin Bulka. Euh, Est-ce que voilà, l'addition elle est lourde. Moi j'aimerais qu'on revienne quand même sur une petite chose. Est-ce que pour vous messieurs, alors c'est facile de dire ça maintenant, est-ce que le match aurait dû être arrêté ou pas? Parce qu'on a eu quand même des situations où le ballon n'avançait plus à certaines zones du terrain. Je suis allé chercher, j'ai pas trouvé le règlement, enfin comme un règlement intérieur, mais quelque part les règles de l'UEFA par rapport à ça. Mais en tout cas, pour avoir fait la formation d'arbitre, on nous disait très simplement que dès lors que le ballon n'avançait plus, dès que le ballon n'avançait plus et ne pouvait plus rebondir, le match ne pouvait plus se tenir. Voilà. Donc je ne sais pas si les règles sont sans doute différentes à ce niveau-là de la compétition, mais est-ce que pour vous, peut-être Hugo pour commencer, est-ce que ce match aurait dû être arrêté à un moment du match, ou est-ce que pour toi le scénario a fait que c'était délicat peut-être d'arrêter le match à 3-1 ou 4-1? C'est particulier parce que en général, quand les matchs sont reportés en raison de la pluie, c'est avant le coup d'envoi. Tu sais, les arbitres font leur test avec le ballon et ensuite ils reportent. Mais j'ai rarement vu un match s'arrêter comme ça en plein cours en raison de la pluie, à part le Nice-Nantes qu'on avait eu en championnat il y a quelques années. Mais il me semble que c'était plus pour des raisons de sécurité pour les gens au retour à l'extérieur. Il me semble que c'était pour ça qu'il l'avait arrêté, pas tant pour les conditions de jeu. Mais après, logiquement, la fin de match, c'était injouable, quoi. C'était plus du foot. Mais l'UEFA, pour qu'ils arrêtent un match et qu'ils le reportent, franchement, quand tu te rappelles à l'Euro avec Eriksen, le match avait repris. On l'a vu plein de fois. Enfin, c'est très très rare qu'une compétition de l'UEFA, on arrête un match comme ça, un match qui a commencé et on le reprend plus tard. Moi, j'ai rarement vu ça. Donc, à partir du moment où le score était acquis, ou même si les conditions se sont dégradées, j'avais aucun espoir qu'ils arrêtent. Je pense que si le match avait dû être reporté, ça aurait été avant le coup d'envoi. Mais une fois que c'était lancé, franchement, il n'y avait aucun espoir. Flo, quelque chose à rajouter là-dessus? Non, juste que moi, si ça avait été ces conditions-là à la mi-temps, le match aurait dû être arrêté. Voilà. Or, la deuxième mi-temps a repris, après c'était plus délicat. D'une manière théorique, le match aurait dû être arrêté. La sécurité des joueurs, déjà dans un premier temps, même pas, on parle même pas de spectacle, hein. On parle d'un terrain qui était impraticable. Et moi, ce qui m'a plutôt dérangé, et je dis pas ça pour le coup parce que je suis niçois, il y avait une partie du terrain qui était beaucoup moins praticable que l'autre, c'est-à-dire que la surface où on attaquait, c'était impossible. Voilà, à C'était droite. impossible, c'était une mare. Ouais. Et de l'autre côté, c'était plus simple parce que faut savoir que les terrains, ils sont légèrement en pente, quoi qu'il arrive, pour l'évacuation. Et donc, à mon avis, c'était en pente de notre côté. Et moi, je pars du principe qu'à un moment donné, quand comment dire, quand il n'y a plus d'égalité au niveau de la possibilité de pratiquer, on joue plus de la même manière. Enfin, quand la Lazio peut encore poser le ballon seul dans ta surface, nous on doit jouer, on doit faire une brésilienne pour attaquer. Les conditions elles sont plus vraiment équitables. Donc, mais après, ça c'est la partie théorique, la partie pratique, c'est que tu es déjà à la 60e comme dit Hugo, il y a 3 ou 4 ans, je sais plus. Derrière, le calendrier est tellement chargé que tu le remets quand? Et puis tu fais quoi? Tu refais redéplacer Nice pour les 30 dernières minutes à 3-1. Ou tu te dis, bon ben non, on prend le score à 2-1 à la mi-temps, mais c'est injuste pour la Lazio au niveau sportif. Tu recommences un match. Hmm. Quoi? C'est la côté logistique qui est compliqué. Donc ça, c'est une règle à changer dans le sens où soit tu annonces des grosses perturbations dans la région et tu décales le match, un peu comme tu fais en Formule 1. Voilà. Soit tu joues le match, une fois qu'il est lancé, tant pis. Mais Monaco Dynamo Zagreb, c'est joué dans des conditions autant compliquées et eux sur 90 minutes. Voilà, après, pour moi, voilà, ça c'est oui, voilà, on perd, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on perd le match.
Et voilà, pour moi, c'est pas une excuse. Et voilà, Euh, de toute façon, le match, il était plié avant, je pense. Ouais, ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce que je suis un peu dur, Hugo, si je dis que malgré les conditions compliquées, malgré le fait que sur certaines zones du terrain, le ballon avait du mal à avancer, on a aperçu quand même des joueurs qui continuellement cherchaient à jouer au sol et finalement ne se sont pas du tout adaptés à ça, c'est-à-dire voilà, à un terrain qui était impraticable. Finalement, on avait l'impression que voilà, c'était plié, il fallait attendre que le match se termine. Il y a eu une salve de changements faite par Francaise. Et finalement, on n'a pas joué le coup à fond, ou du moins, on n'a pas adopté la bonne tactique pour s'adapter et tenter de revenir dans la partie. Bah, clairement, moi, ça m'a rendu fou. La deuxième mi-temps, c'est qu'on continue à chercher à avoir des petits schémas courts, à faire des passes au sol, alors que c'était impraticable. Alors que tu vois, la Lazio, ils mettaient beaucoup d'impact pour gratter les ballons, et ensuite ils envoyaient une mine devant, déviation de la tête, et c'est comme ça qu'ils avançaient. Nous, même Dante l'a dit après le match en zone mixte, ouais, on a continué à jouer, nous c'était compliqué. En fait, ça n'a aucun sens d'essayer de continuer à jouer quand tu vois que dans ton terrain, tu peux pas faire une passe au sol. Enfin, c'est peut-être un peu facile depuis notre position, mais moi j'aurais imaginé que on envoie des grosses mines sur Guessant, Guessant en déviation, et on essaye. De toute façon, c'était la guerre à la fin, quoi. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que les mecs de la Lazio, même s'ils sont poussés par le score, ils ont continué à s'arracher dans les duels, malgré les conditions, pour gratter les ballons, même être parfois très, très agressifs en faisant des grosses fautes, alors que nous, on était résignés. Et, bon, il y avait l'état du terrain, et donc voilà, on peut rien faire. C'est dommage, quoi. C'est des matchs de Coupe d'Europe. Même si c'était très improbable qu'on revienne, fallait jouer le coup à fond. D'ailleurs, on rate une très très grosse occasion avec Guessant à un quart d'heure, il rate un face-à-face. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Après, il y a Moukoko qui en a une belle aussi. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on n'a pas, on était résigné, quoi. Le score était acquis et les conditions trop horribles. Donc, on a un peu baissé pavillon et c'est dommage. Flo, t'as ouvert ton micro, je te laisse la parole. Ouais, non, je veux juste dire que l'action de Moukoko, c'est la seule action où on joue un peu en l'air, quoi. C'est un enchaînement de deux trois déviations aériennes et qui termine par une reprise de volée écrasée au sol. Mais pour rejoindre ce que vous disiez, enfin, voilà, c'est la seule fois où on a un peu allumé le cerveau et on s'est dit, bon, on va arrêter de jouer au sol avec des ballons qui sont freinés au bout de 5 mètres. Après, voilà, moi, la dernière demi-heure, elle est même pas analysable dans le sens où, bon, après, t'as un schéma de jeu. Bon, alors oui, tu peux varier, mais pour moi, après, c'était plus du foot, c'était du water polo. Donc, compliqué d'analyser ça, à part les attitudes, oui. Mais voilà, on fait un constat global depuis le début. On n'a pas une attitude de club européen. Chaque fois, on va se moquer de l'OM et tout. On est bon à se moquer des autres, mais il faut un peu regarder dans un miroir, quoi. Je veux dire, ça fait 5 ans, ça fait sixième participation en Coupe d'Europe en 12 ans. J'ai pas un exploit en tête. J'ai pas un moment où. Pour moi, c'est de l'hypocrisie de dire qu'on a vécu des émotions en Conférence League. Je veux dire, c'est bon, on a battu une équipe moldave, on a perdu contre le pire balle de l'histoire. En phase de poule, on a joué Cologne qui est descendu en fin de saison. On a joué Slovako, première participation européenne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. On vit pas en Coupe d'Europe avec le gym, c'est tout. Et ça, c'est une réalité. Et celui qui me dit qu'il va vibrer, oui, il va vibrer peut-être à travers des déplacements. Il va vibrer peut-être mais sportivement, je suis désolé, chaque année, on y va. Peut-être j'anticipe un débat, hein. Enfin, peut-être je m'arrête. T'anticipes peut-être même un peu trop tôt, mais on va y venir, on va Ouais, y venir, on va y venir, on Flo. y viendra après. Je voulais quand même aussi, au travers de l'arbitrage, qui moi, alors là, je vous fais une confession, m'a rendu fou. Alors, n'a pas eu un impact direct sur le score. J'accepte la défaite, mais je n'accepte pas cet arbitrage-là. À deux vitesses, hein, littéralement. Voilà, Guendouzi qui s'essuie les crampons sur le genou de Boudaoui, il y a tout juste faute. Boudaoui qui, bon, dans la foulée, enlace Guendouzi comme si c'était son copain. Ça aussi, ça m'a rendu fou, mais c'est pas l'arbitrage. Le penalty non sifflé sur Moukoko, bon, on peut dire que voilà, c'est léger, ok. Le penalty sifflé contre Bouka aussi, qui est totalement lunaire, qui prend jaune derrière. Et puis voilà, des situations similaires sifflées différemment. Alors, vous le savez, je n'aime pas parler d'arbitrage. Parce que ça fait très clubisme et parce que ça fait très théorie du complot. L'idée, c'est pas ça. Mais quand même,
Est-ce que à ce moment-là, bah, finalement, quand on dit le gym trop tendre, le gym trop gentil, bah, finalement, le gym pris aussi dans le, voilà, à la merci de l'arbitrage européen qui est peut-être bah, plus dur, moins clément que celui de Ligue 1 sur certains aspects, et peut-être un peu plus, on va dire, à l'avantage de la grosse équipe. On est en apprentissage, Hugo, finalement, toujours. Après, moi, j'ai pas, franchement, pour être honnête, c'est peut-être impopulaire, mais j'ai pas vraiment été choqué par l'arbitrage hier, à part la situation, tu l'as dit, de Guendouzi, qui méritait clairement un carton, mais le reste, sur Moukoko, je trouve que y a pas, franchement, il y a pas grand-chose. Et Boulka, pareil, il y a pas grand-chose, mais là aussi, tu as le vice, c'est l'expérience de l'attaquant, qui pour moi, il y a un contact, parce que Boulka maîtrise mal sa sortie au sol. Tu sais que le Alors que, terrain glisse, alors que Moukoko, alors que Moukoko il- tombe à retardement. ouais. Alors que Boulka, tu sais que le terrain glisse, donc il sort n'importe comment. Et tu sais que sur ce genre d'action, si le gardien ne prend pas le ballon, en général, il y aura toujours penalty. Donc il ne maîtrise pas sa sortie, le contact est léger, l'attaquant en rajoute. En fait, c'est la Coupe d'Europe, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Mais pour moi, c'était totalement sifflable. Donc j'ai pas été plus choqué que ça. Mais le fait qu'on soit encore en apprentissage de l'arbitrage européen, pour moi, c'est pas normal. Cinquième campagne en 8 ans, la majorité des joueurs, peut-être pas tous hier, mais dans l'effectif, il y a des joueurs qui sont référencés au moins en Ligue Europa, qui ont joué la Ligue des Champions. À un moment donné, l'apprentissage, ça va, quoi. Si hier on se plaint d'avoir un arbitrage européen et qu'on le découvre, c'est pas normal, quoi, parce que c'est pas vrai. Flo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette petite parenthèse arbitrage slash manque de personnalité de l'OGC Nice? Non, moi je vais juste dire un truc tout simple, hein, c'est que quand on commence à inclure l'arbitrage dans les débats, c'est que soit on est en crise de résultats, soit on est en grande difficulté enfin, ça veut dire que l'arbitrage, à un moment donné, a compté dans le résultat, donc on n'est pas capable d'être assez dominateur dans le jeu pour pouvoir faire la différence. Donc je sais que dans cette émission, on n'a pas l'habitude de parler d'arbitrage. Et si on en parle 2 émissions d'affilée, c'est parce que on n'est plus capable, pour l'instant, depuis 2 matchs dans le jeu, d'afficher un regard assez costaud, assez solide pour s'en tirer sans décision arbitrale. Voilà. Et malheureusement, indirectement, en tant qu'humain, on se rattache par moments à certaines décisions. Et voilà, je pense que c'est pour ça que sur les 2 derniers matchs aussi, on parle d'arbitrage. C'est tout. C'est malheureusement clair comme de l'eau de roche, hein, cette réplique. Mais quand même, pas que du négatif. Déjà, bon, il reste 6 matchs, messieurs. On va profiter voilà, de cette nouvelle formule pour nous retaper et voilà, avec voilà, ce calendrier en Europe qui eh bien, nous offre déjà dans un premier temps le déplacement en Hongrie du côté de Ferencváros le 24 octobre, ensuite réception de Twente le 7 novembre, des Rangers le 28 novembre, et enfin déplacement à l'Union Saint-Gilloise pour eh bien, clôturer, on va dire, l'arc 2024 avant les 2 prochains matchs en 2025, Elfsborg et, j'ai oublié, aidez-moi, le dernier, Bodo Glimt. Bodo Glimt, bien sûr. Bodo. Euh, donc, il y aura quand même des objectifs. Le cut, on a vu des simulations faites sur la possibilité, voilà, de se qualifier dans le top 8 ou dans, on va dire, la phase de barrage. Ça se situe entre, on va dire, 7 et 10 points. Messieurs, pour vous, il va falloir déjà gagner, hein, on est d'accord là-dessus. Mais pour vous, enfin, vous supposez quoi? Forcément quelque chose de positif, je l'espère. Mais ça va situer à combien pour vous la qualification en barrage si on considère que le top 8 est inatteignable? Moi, honnêtement, là, j'ai pas fait de simulation, donc j'ai pas fait les comptes, mais ce qui est très important dans ce genre de compétition, même de championnat, c'est la dynamique. Et là, la dynamique, tu l'as quand même très mal lancée, puisque tu es un point en 2 matchs, même si tu as joué les deux plus grosses équipes, mais ta dynamique est négative, et du coup, tu vas être sous pression pour ton prochain match, qui est Ferencváros à l'extérieur, qui est pour moi, qui a tout du match bourbier. Je me souviens, il y a quelques années, je crois qu'ils avaient même battu Monaco. Là, hier, ils ont joué contre Tottenham, ils ont perdu serré 2-1, donc ce sera pas simple. Donc, si là aussi, si on va dire tu fais nul, t'as que 2 points, donc tu vas être encore plus sous pression au moment de jouer les Rangers. Et en fait, ça va être. Enfin, tu vas repousser le problème de semaine après semaine en semaine. Donc, en fait, la dynamique fait que le calendrier, pour moi, il va être plus compliqué que ce qu'on imaginait sans doute au début.
Et même si pour moi, clairement, tu dois viser clairement le barrage. Si t'es pas en barrage, c'est pas loin d'être un scandale. Mais ce sera beaucoup plus dur que ce qu'on imaginait à la base, puisque bah, on a mal lancé notre campagne. C'est là que tu peux aussi regretter finalement les occasions que tu as manquées contre la Sociedad et le penalty, parce que ça aurait, pas refaire l'histoire, mais comptablement, ça aurait quand même changé beaucoup de choses. Et là, tu te retrouves sous pression pour le prochain match. Et le prochain match qui, en plus, je crois, arrivera juste avant le derby contre Monaco. Donc là aussi, ce sera une période encore chargée niveau calendrier. Moi, je suis pas franchement très serein pour rien vous cacher sur la suite de l'aventure européenne. Flo, est-ce que tu partages un peu ce pessimisme de Hugo ou est-ce que tu t'attends, on va dire, à un réveil ou un éveil collectif de l'OGC Nice avec la récupération des blessés, profiter aussi de cette énième trêve internationale qui arrive les 15 prochains jours pour recharger les batteries et repartir sur un arc vertueux à la reprise. Ouais, moi je pense qu'il nous faut 2 victoires, un nul là pour se qualifier en 6 matchs. 8 points, ça devrait suffire. Euh, non, je suis pas inquiet parce que quand j'ai vu le calendrier, j'ai pris mon petit stylo. Tu sais, moi j'aime bien un peu les stats et tout. Ça fait ça si on gagne là, si on gagne pas là. Je nous avais compté 0 points, Sociedad plus Lazio, on en a un de plus. Et je me suis dit, vas-y, on est capable de faire entre 12 et 14 points avec les adversaires qu'on a là. Donc on a un point de bonus, 2 victoires à la maison, parce que sinon c'est un scandale. Et je compte aller, on va jouer, on va à l'Union Saint-Gilloise, on va, on va où? À Ferencváros, faire 2 points. Ouais, allez, je pense qu'on va encore prendre. Faut qu'on prenne entre 8 et 10 points pour les 6 prochains matchs. Non, pour moi, c'est un scandale. On a vu que les Glasgow, au début, moi, je m'attendais à un match le piège. On a vu dire qu'ils se sont fait étriquer par un Lyon en très grande difficulté en Ligue 1, en plus grande difficulté que nous. Nous, on va les recevoir à la maison. On va recevoir Bodo. Bon, attention à Bodo qui est un habitué de la Coupe d'Europe. Voilà, c'est des matchs pièges, comme dit Hugo, mais en même temps, si tu vas en Coupe d'Europe et que tu t'attends ni à avoir un match piège, ni à avoir un match compliqué, ben, faut rester à la maison, quoi. Ouais, À un moment donné, toi aussi, tu es une équipe européenne. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que nous, quand on joue des équipes comme Bodo, Ferencváros et tout, c'est des matchs pièges, mais nous, on n'a jamais le droit d'être le piège de personne, en fait. À un moment donné, il faudrait que nous, on soit le piège un peu des gros et qu'on arrive à battre les équipes à notre portée. Et là, dans les 6 prochains matchs, quand je regarde le papier ou le pédigré européen, en tout cas sur les 10 dernières années, je me dis pas qu'il y a une équipe qui est supposée battre l'OGC Nice dans les 6 prochains matchs. On fera pas 6 sur 6, mais à un moment donné, faut assumer un statut, quoi. on est bien d'accord. Pour clôturer un peu l'arc sur le match d'hier soir, mais si on va parler peut-être un peu plus en détail des performances individuelles, qu'est-ce que vous retenez concrètement de cette prestation? Pas évident quand même de penser, d'analyser, on va dire, individuellement cette rencontre. Hugo, peut-être toi, qu'est-ce que tu souhaites nous dire globalement sur peut-être les arcs, enfin je veux dire défensivement, milieu de terrain, attaquant, quel est ton ressenti sur le match d'hier soir? Bah, c'est sûr que c'est difficile de ressortir une individualité positive hier, à part peut-être Boudaoui qui est toujours très à l'aise dans ce rôle de milieu qui se projette. Mais franchement, c'est très, très limité dans le positif. Donc, bah, je vais tout partir sur le négatif du coup. Et j'ai envie quand même de parler un peu de Moukoko, qui hier, il me semble que c'était la première fois qu'il était titularisé sans Guessant, donc vraiment seul en pointe. Et j'ai trouvé vraiment très, très en difficulté. Déjà, techniquement, je m'attendais à ce qu'il soit quand même. Je savais que c'était pas non plus un joueur, un œuf technique qui aime bien décrocher et tout ça, mais je suis quand même très déçu de sa qualité technique en remise. Le troisième but, c'est une remise complètement ratée. Derrière, on se fait transpercer dans l'axe. Et je trouve qu'il a du mal à être autosuffisant, à être capable de jouer dos au but, à être capable de garder les ballons. Même dans le jeu associatif, c'est compliqué. Donc je suis un peu déçu. Et c'est là qu'on voit notamment Evan Guessant qui se fait quand même, je trouve, très fortement critiqué depuis le début de saison. C'est dans ce genre de match que tu vois quand même ce qu'il est capable de t'apporter par sa puissance, par sa capacité à garder les ballons, même s'il rate beaucoup d'occasions et que techniquement dans les 20 derniers mètres, c'est pas flamboyant, mais au moins quand il est là, tu crées les occasions. Tu vois, quand il rentre, c'est lui qui se crée la situation
la plus dangereuse pour nous, à part le but sur le match. Et j'ai trouvé que Moukoko, isolé en pointe et sans Guessant, c'était vraiment compliqué et que c'était aussi dans ce genre de match qu'on voit l'apport que qu'a Evan Guessant, même si il a énormément de défauts et qu'il c'est loin d'être le meilleur attaquant de Ligue 1 ou je sais pas quoi. Mais voilà. Donc ça pose aussi des questions pour les prochains matchs. Est-ce que Moukoko peut être neuf autosuffisant? Est-ce qu'il faut vraiment l'associer avec dans une attaque à deux avec Shaw ou avec Guessant, là où il avait été très à l'aise contre Saint-Etienne notamment. En fait, on n'a pas de tueur. On n'a pas de, on n'a pas de mec qui va empiler les buts, quoi. Ou alors celui-ci est blessé pendant longtemps. Mais bon, c'est vrai que c'est questionnant cette gestion offensive. Flo, qu'est-ce que tu as ajouté sur les prestations individuelles ou qu'est-ce que tu souhaites nous dire là pour clôturer cette analyse de match? Juste très rapidement, pour moi, de toute façon, on n'a pas de neuf autosuffisant dans l'effectif. Donc c'est bien pour ça que je comprends pas pourquoi on joue avec deux ailiers, un neuf esselé. On l'a vu Guessant à Lens, pareil, il était en grande difficulté. Moi, je pense que Moukoko a besoin de Guessant pour exister, Guessant a besoin de Moukoko. Ou d'un point d'appui devant lui. On en avait parlé de dimanche dernier, je crois, dans ton émission, Pancho. Donc voilà, ça c'était ce petit point. Et, euh, et sinon, qu'est-ce que je retiens? Ben, je vais peut-être faire une transition, mais je retiens qu'avec Ineos, moi, ce que j'aurais voulu en 5 ans, c'est être Lazio, être au moins au niveau de la Lazio qu'on a joué hier. C'est-à-dire une équipe capable de jouer tous les 2 ou 3 ans la Ligue des Champions, une équipe quand elle joue l'Europa League, ben, être dans le haut du panier. Et je vois qu'après 5 ans de Ineos, ben, il y a une voire deux classes d'écart avec ce genre de club. Donc la question c'est qu'est-ce que t'as apporté Ineos, à part de passer tranquillement la DNCG, sachant que dans l'effectif actuellement, on a des joueurs, si on cumule tous les transferts qu'on a fait, on a à peu près autour de 120-130 millions d'euros dépensés. Qui d'autre en Ligue 1, à part que le PSG, a réussi à faire cette performance en 5 ans? Peut-être le Stade Rennais, mais il y avait autant de ventes, voire plus. Donc voilà, la question que je me pose, c'est qu'a-t-on fait pendant 5 ans avec Ineos? Vous avez 3 heures. Merci. Voilà. Voilà. Bon, bah là, Flo vient de te refiler le bébé, Hugo. Effectivement, cette prestation et ce mauvais résultat, bon, questionne aussi sur l'ambition de l'OGC Nice dans les compétitions européennes. C'est vrai on s'est vanté d'avoir une forme de régularité depuis la prise de présidence de Jean-Pierre River. Force est de constater que tu arrives difficilement à avoir des épopées. Tu as ce parcours en Conference League, mais qui est quand même très dur à avaler, même encore aujourd'hui, avec une élimination en quart de finale. Et puis, tu sors une fois des poules où tu perds, c'est quoi? C'est l'année FAV contre Lokomotiv Moscou. Ouais, c'est ça. Bon, de la régularité, mais finalement peu de résultats probants, alors que finalement, ben, on peut se dire qu'avec les investissements, avec l'ambition, voilà, il y a pas de progrès réel finalement. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'a surtout chiffonné en regardant le match hier, c'est que je me suis dit, après avoir vu, même si c'est des contextes évidemment différents, mais après avoir vu Lille contre le Real, après avoir vu Brest contre Salzbourg, et même tous les clubs français depuis le début des compétitions européennes, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la différence entre une équipe comme Brest qui découvre l'Europe et qui arrive à se mettre au niveau, et l'OGC Nice qui a des joueurs qui ont l'habitude de jouer ces compétitions, l'OGC Nice qui a joué qui joue sa cinquième participation européenne sur les 8 dernières saisons, et qui donne l'impression d'à chaque fois de découvrir en fait la Coupe d'Europe. Ce que les commentateurs disaient hier pendant le match, c'était ah, mais c'est une équipe jeune, ils découvrent la compétition, c'est un gros d'Europe. Mais non, en fait, ça fait plusieurs années qu'on joue les compétitions européennes et il n'y a aucun progrès dans l'approche de ces matchs européens. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir la même naïveté, voilà, le manque de tranchant. En fait, on est le club français de base qui donne l'impression de jamais progresser en Coupe d'Europe, alors que je suis désolé, même le 11, même si hier on a des absences, c'est un 11 quand même, qui est quand même compétitif pour performer face à la Lazio, une Lazio remaniée. Donc moi, ça m'a Et beaucoup puis, questionné. Et tu l'as mentionné, le manque de parcours et d'exploit européen. C'est même pas un parcours que je demande, c'est vraiment une performance marquante face à une équipe soit supérieure à nous, soit du même calibre que nous. Parce que j'ai regardé du coup hier soir tous les matchs qu'on avait fait face à des équipes, on va dire tous les chocs européens et on n'a aucune victoire marquante. Notre seule victoire marquante, ça doit être le Sheriff Tiraspol là, en Conference League, ou, L'Ajax, mais c'est même pas une victoire, c'est ouais. 2 matchs nuls.
C'est pour ça, en fait. Et soit Salzbourg en 2016, Mhm. sur notre première compétition européenne. Parce que Zulte Waregem et Vitesse Arnhem, là, Et en encore 2018, Salzbourg en 2016, c'était la construction du projet Red Bull. On n'en voilà. était pas encore au Salzbourg maintenant qui jouait. C'était plus, même le club star à l'époque, c'était encore le Rapid de Vienne en Autriche. Salzbourg commençait son épopée Red Bull avec la transition Leipzig. Donc ça, c'est ça, c'était tes trois victoires références. Et à chaque fois que tu as joué un gros match, donc tu as joué Schalke en 2016, tu as perdu les deux fois. Le match contre l'Ajax, tu te qualifies, mais c'est de nul. Naples, tu perds Ça. les deux fois. La Lazio, déjà en 2017, tu perds les deux fois. Et sur des scénarios qui sont très semblables à ceux qu'on a vu hier, c'est-à-dire quand tu joues à domicile, tu ouvres le score, tu te procures des occasions, mais tu fais des erreurs individuelles terribles qui te coûtent la victoire. Donc le Lokomotiv Moscou, tu perds. Le Bayer Leverkusen, tu perds. Et Cologne, même Cologne en Conférence League, tu fais deux matchs nuls. Enfin, tu gagnes pas un match, Il y quoi. a Prague. Et, et ouais, c'est la après que tu perds. Donc, Non, mais c'est vachement intéressant dans ce que tu dis, Hugo, parce que tu parles de Lille, Brest, dans des contextes différents, mais on a un contexte similaire à nous, là, actuellement. C'est l'Olympique Lyonnais. Une début de saison quasi comme nous, hein, parce que au niveau des points, on est pareil. Et voilà, qui a fait pas mal de recrues. Et ben en Coupe d'Europe, ils sont capables de se sublimer. Voilà. En Ligue 1, c'est compliqué, mais quand ils arrivent en Coupe d'Europe, voilà, c'est un club qui a l'ADN européen. Ils sont en difficulté en Ligue 1, ils sortent un match catastrophique où ils ont beaucoup de réussite contre Toulouse en championnat. Et voilà, hier, ils en calent 4 en Écosse. Voilà. Et au premier match contre l'Olympiakos, ils en mettent 2 et ils sont actuellement deuxième du championnat européen. Pendant que toi, en Ligue 1, tous les week-ends, on te dit ben, on joue bien, ouais, on joue bien. Ah ouais, on joue bien, hein. Mais bon, comptablement, on a un point en 2 matchs. Et j'en suis sûr que tu mets Lyon contre la Sociedad, le match, tu le gagnes. Et tu mets hier à la Lazio, ben, il se sublime. Nous, non, en fait, non, c'est pas sublimé. On joue toujours à notre niveau. On n'a pas ce petit plus européen. Et là, on faisait le bilan des Coupes d'Europe. Moi, je suis désolé. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, ok, peut-être il y a des gens qui ont vibré via les déplacements. Moi, je sais, il y en a plein qui ont kiffé le déplacement à Bâle, notamment Axel sur Twitter, sur la Ménissa. Enfin, voilà, des super souvenirs et tout. Mais sportivement, quelle performance, à part l'Ajax aller-retour, où là, je te rejoins, dernier finaliste de l'Europa League, Pancho, c'est magnifique. Donc, il les sort avec une équipe quasi B là-bas à la Johan Cruyff Arena. Sinon, quel match, je me dis, putain, là, j'ai fait un truc grand en Coupe d'Europe, quoi. Et j'espérais vraiment qu'avec Aise, à ce niveau-là, ça change. Dans le sens où je me suis dit, on a un jeu où il n'y a plus de calcul. Donc, de la folie, des choses irrationnelles. Et je voulais tomber dans l'irrationnel. Déjà, contre la Suède, on n'était pas loin de tomber dans l'irrationnel. Mais hier, on est loin, en vrai. On dit, on mérite pas de prendre 4-1, je suis d'accord. En termes d'expérience, on est loin hier. Et en vrai, et c'est là où, où je refais le point là-dessus. Entre le match qu'on a dit en 2017 et le match aujourd'hui en 2024, est-ce que tu vois que les deux clubs se sont rapprochés? Non. L'écart, c'est toujours le même. Pourtant, entre-temps, on a dépensé 200 millions. Voilà. Et regardons les balances financières de la Lazio. Je pense que c'est une Lazio moins forte qu'en 2017 qu'on a joué hier. Lazio qui est en décadence. Et toi, qui étais censé progresser et justement te mettre à niveau de ces clubs-là, l'échelle européenne, c'est-à-dire une équipe qui était capable de jouer une fois tous les 2 ans la Ligue des Champions, qui était capable de bien figurer en Europa League, quart de finale. Peut-être on les fera, peut-être là on tient ce bilan-là, peut-être c'est trop tôt pour tirer ce bilan même. Mais là, en attendant, 50 Ineos, 200 millions de dépensés. Dans l'effectif, actuellement, sur 200 millions de dépensés, tu en as au moins 120. Ben, tu te rends compte que le trou par rapport à 2017 avec la Lazio, c'est le même. Voilà. Le constat, il est là. C'est ça qui est intéressant de jouer les Coupes d'Europe, c'est de te comparer aux autres clubs européens, leurs projets, comment ça avance. Ah, le constat, il est là. 7 ans après, 200 millions de dépensés, il y a autant d'écart entre la Lazio et l'OGC Nice. Voilà, c'est tout. Mais Alors, bon, vu qu'on passe à DNCG, alors tout va bien. j'entends déjà les personnes qui écoutent cette émission dire ouais non mais les gars vous êtes bien sympas et tout, faites des constats, on est le 4 octobre. Vous avez raison de vous dire ça. Mais les invités que j'ai à ma disposition sont formidables puisqu'ils vont vous donner eh bien les solutions finalement pour pallier à ça. Est-ce que finalement euh, la solution, c'est pas finalement une épopée, un déblocage, voilà,
j'arrive plus à trouver l'expression, le plafond de verre, voilà, le plafond de verre que tu arrives à passer. Je, voilà, cette Coupe de France contre Nantes, cet aller-retour contre Bâle, finalement, tu as l'impression que. Alors, je te rejoins, c'est factuel. Je vous rejoins, les gars, c'est totalement factuel. On n'a pas de. À aucun moment on arrive à déjouer les pronostics, même lorsqu'on joue une équipe qui est à notre niveau ou un peu moins Ah, bon, on va sombrer. Mais si- il manque quoi finalement? Après, Pancho, juste là, après je laisse parler, on, on fait juste un bilan de ce que tu as apporté Ineos en 5 ans. On parle pas de cette saison. Hmm. On n'est pas pessimiste forcément sur la saison. On fait juste une rétrospective du parcours européen de Nice depuis qu'on y est. C'est différent, hein. Je, on ne tire pas un constat, je pense que Hugo pareil, on ne tire pas un constat à la fin de ce match contre la Lazio. Moi, la réflexion que j'essaie d'engager, parce qu'il y a plein de défenseurs du Nôtre que je n'arrive toujours pas à comprendre, à part le fait qu'on passe tranquillement un DNCG, qu'est-ce que tu as apporté au final? Ineos, c'est tout. Moi, le C s'arrête là. Maintenant, cette saison, c'est notre saison. Ineos va se retirer, comme a dit Romain Molina, je pense qu'on peut lui faire confiance, le club est à vendre. Donc, Ineos, on est sur une fin, voilà, juste voilà, c'est ça. On reprend le débat, mais voilà, c'est juste pour apporter une précision. Je ne tire pas de constat à la fin de la Lazio. Je fais juste une rétrospective de qu'est-ce que tu as apporté Ineos par rapport à d'autres clubs européens qui avaient beaucoup moins de moyens durant ces 5 ans. La réponse, c'est que sportivement, rien. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Maintenant, on peut reprendre le débat. Si tu as des solutions, Hugo, je te laisse la parole. Ah, c'est compliqué, hein, mais en fait, c'est un peu comme ce que j'ai dit sur le calendrier. C'est en fait, plus tu repousses l'échéance et plus tu enchaînes on va dire les compétitions, les Coupes d'Europe sans avoir de résultats marquants, bah, plus ça va te rajouter de la pression et plus le plafond de verre va être dur à briser. Tu vois, on reprend l'exemple de Brest, par exemple, premier match, ils gagnent, bah, direct, ça les débloque, quoi. Ça les a libérés d'un poids, ils se sont dit, bah, le côté historique, c'est bon, c'est fait, maintenant on est libéré, on peut penser à la performance. Nous, on a l'impression qu'on cherche toujours depuis des années cette performance marquante, ce titre, tout ça. Et en fait, t'as l'impression que les joueurs, même si tu en as des nouveaux qui arrivent, mais tu as l'impression que l'ambiance globale au club fait que bah, tu es, quand même rarement serein avant de démarrer un gros match. Même nous, quand on aborde on va dire un match tournant, on est toujours pas serein. On se dit, ah, putain, on va encore se rater sur la grosse échéance. Et ouais, je pense que c'est plus pas une question de joueur ou de projet, c'est plus une question de la fameuse institution, hein. Plutôt une question qu'un problème club qui fait que tu n'arrives pas entre guillemets, à sacraliser tes grands rendez-vous et à vraiment en fait, limite, croire que c'est possible. Voilà, parce qu'hier, il n'y a pas non plus un écart immense théorique qui nous sépare de la Lazio, mais pourtant sur le terrain, bah, l'écart, tu l'as bien ressenti. Et donc c'est le problème, c'est un problème qui est, si j'avais la solution, je l'appellerais Tonton Franck et je lui dirais directement, quoi, mais c'est compliqué c'est compliqué, et plus ça avance, plus ça renforce pas le pessimisme, mais le côté peur et crainte avant chaque rendez-vous important et même en Coupe d'Europe. Oui, puis effectivement, le parallèle que fait Flo entre les deux prestations et on va dire les deux rencontres espacées de 7 ans, c'est que, bon, ben, entre-temps, effectivement, il y a eu ce rachat, il y a eu des changements, il y a eu des nouveaux joueurs. Quand on regarde la composition au Stadio Olimpico en 2017 et qu'on regarde la composition d'hier soir, je veux dire, on a des joueurs qui sont factuellement meilleurs, voilà. Mais dans les faits, on n'arrive pas, on va dire, à franchir ce cap. Alors attention, euh, on n'est pas éliminé, on a encore toutes nos chances, etc., etc. Mais si vous êtes supporter niçois et que vous envoyez des matchs depuis un certain nombre d'années, je pense que vous comprenez pourquoi on tient ce discours-là, parce que effectivement, nous, on a envie de franchir ce cap-là en se disant, ben, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Euh, et, et je pense que voilà, il faut oublier qu'on n'a aucune chance. Voilà, faut simplement y croire. Et je pense que c'est la journée pour sortir cette réplique. Messieurs, euh, parenthèse refermée. Est-ce qu'on peut se focaliser? Oui, Flo, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, ouais, juste, je pense qu'il faut arrêter d'arriver à chaque fois en Coupe d'Europe avec un complexe d'infériorité. Ça passe par nous déjà, les supporters. On se dit, tiens, à Ferencváros, ça va être compliqué. À Elfsborg, ça peut être un match piège. Oh, contre la Lazio et la Sociedad, j'ai peur.
Non, on est en Coupe d'Europe, faut y aller, quoi. Faut arrêter de toujours trouver une excuse sur le tirage au sort, toujours trouver une excuse sur le temps, sur ci, sur ça. Genre, à un moment donné, les matchs, faut les jouer. T'es en Coupe d'Europe. Quand t'es en Coupe d'Europe, ça veut dire que tu fais partie du gratin européen. Je pense que à l'échelle française, dans le nombre de qualifs en Coupe d'Europe, je dois faire partie des 5 6 plus gros clubs français sur les 10 dernières années avec le plus de qualifs européennes. On a quand même un label maintenant, mais sauf qu'il faut passer ce cap. On n'arrive pas à le passer. Ce qui me frustre plus encore, c'est qu'on est quand même l'équipe, et on l'a encore vu l'année dernière avec Francisco Farioli, on est quand même l'équipe spéciale qui retourne souvent les gros en Ligue 1. Pourquoi on n'est pas capable de le faire en Coupe d'Europe? Moi, je suis désolé, je crois que sur les 10 dernières années, on est l'équipe qui a le plus de résultats positifs contre le PSG. Hmm. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire ça Pourquoi on a ce blocage en Coupe d'Europe? Est-ce que c'est dû aussi à chaque fois parce qu'on fait un recrutement de joueurs? Et voilà, là, alors même si c'est pas lui hier enfin, hier c'est pas lui le problème, mais là tu perds Todibo, bon, mais tu vas peut-être chercher un joueur de MLS, un joueur du championnat africain. Ouais, voilà, c'est des joueurs qui n'ont pas encore l'expérience européenne, même si c'est pas eux les fautifs hier, hein, attention, mais est-ce que c'est dû au recrutement? Est-ce que c'est dû aussi, comme il dit Hugo, à l'atmosphère club? Je sais pas, mais il faut arrêter ce complexe d'infériorité. Et je pense que s'il y a une saison où on peut tomber dans l'irrationnel, c'est cette année. Parce que cette année, sur le terrain, il n'y a pas de calcul. En Coupe d'Europe, c'est ce qu'il faut en Coupe d'Europe, un match de Coupe de France avec plus d'intensité et plus de maîtrise technique, mais c'est la même chose. Je pense que s'il y a vraiment une saison où on doit tomber dans l'irrationnel et on peut faire de grosses performances, cette année sous Francaise. Et Francaise, pour moi, c'est un homme de coup. Voilà, c'est pour ça que je disais que c'est pas un constat maintenant, parce que je ne suis pas forcément pessimiste pour la suite pour l'épopée européenne. Je pense que s'il y a une épopée à vivre, avec un groupe qui a de la qualité et avec un côté irrationnel, c'est cette année-là. Voilà. Et donc, voilà, je pense que cette année, on peut vivre des belles choses en Coupe d'Europe. Maintenant, il faut réussir. Ce qu'il y a de plus simple à faire, parce que je sais a du mal, c'est battre les équipes qui sont inférieures à toi. Et là, on va en tomber sur les 6 pour moi, sans nous monter trop en l'air, qui sont inférieures à nous. Voilà. Et donc, on doit en battre au moins 4. Parce que je ne peux pas tout gagner, mais je dois au moins en battre 3 ou 4. Voilà. Et ça peut donner de la confiance pour la suite et pour arriver dans les barrages. Voilà. C'est ce paramètre-là qui va être important. Réponse, eh bien, rapidement, dès fin octobre, avec ce déplacement en Hongrie pour affronter le Fenerbahçe et voir si effectivement eh bien, nos messages ont été entendus. Messieurs, rapidement pour clôturer ce numéro, dimanche soir, gros morceau, parce que là on parle, mais il y a quand même la réception du Paris Saint-Germain, donc une alliance Riviera sûrement pleine, voilà, comme toutes les réceptions du Paris Saint-Germain. Messieurs, on a pas mal parlé en début de numéro de tactique, de choix, etc., etc. Il y a également eu des retours hier soir, celui de Mohamed Ali Chaud, celui de Tanguy Ndombele, qui ont joué une demi-heure environ sur la rencontre. Voilà, donc dimanche soir, prime time, enfin je veux dire, voilà, il y aura les caméras au cas où il y ait certains joueurs qui veulent se montrer. On sait que ça fonctionne hein, pour certains. Hugo, tu partirais sur je veux ton 11. Voilà. Je veux ton 11. Est-ce que tu fais du turnover? Est-ce que tu changes quelque chose dans l'approche, on va dire, tactique, dans le dispositif? Voilà. Quelle est ton équipe en partant du principe que tu as Diop, Shaw, Dombele, enfin l'équipe actuelle qui est opérationnelle, sauf Sanson, Bar, Bar, je sais pas. Pas sûr, Barre hein. pas sûr. Bon, Laborde, sans doute pas. Même si là, j'ai vu qu'il avait recouru à l'entraînement. Non, je pense que tu auras que Shaw et Ndombele, donc je pense qu'hier ils étaient remplaçants aussi dans la perspective de les titulariser contre Paris. Donc effectivement, je repartirai. Je pense que de toute façon, c'était impossible de voir changer son système. À part la seule fois où il avait changé son système, Franquet, c'était le match contre Toulouse. Il me semble qu'il avait mis incorporé Rosario juste derrière Boudaoui et Ndombele. Ça peut être une option, mais du coup, tu sors un attaquant et je le vois mal, par exemple, se priver d'un Boga qui, comme tu l'as dit, quand il y a les caméras et quand il y a le PSG, il est souvent très très bon. Donc compliqué de le mettre sur le banc. Donc ouais, je partirais sur le 3-4-3 habituel. La même défense que d'habitude. Avoir à gauche, j'aurais plutôt tendance du coup à par défaut mettre Ali Abdi, même si peut-être la marche peut être un peu haute pour lui sur ce type de match, mais quand on voit la performance hier de Loucher,
Bon, autant essayer d'avoir un vrai contre-attaquant, surtout qu'on risque d'être beaucoup en transition. Milieu, Ndombélé, je pense dans ce type de match, c'est bien de le mettre. Après avoir, je privilégierais peut-être Rosario, mais c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit au début sur le fait qu'il avait beaucoup enchaîné, mais il te faudra quand même quelqu'un pour stabiliser. Et devant, Guessant en pointe à la place de Moukoko et Shoboga sur les côtés, ça me semble plutôt cohérent et plutôt ambitieux. Flo, quel est ton 11 souhaité pour le match de dimanche soir? Boulka dans les cages, défense à 3, Bombito, Dante, Youssouf. À droite, Loussé. À gauche, Klose. Pourquoi? Parce que je pense que Tom Loussé est droitier déjà, donc serait plus à l'aise en tant que piston droit. Pourquoi je le fais enseigner? C'est une grosse prise de risque, mais parce que Yabdi, je pense que c'est un peu l'envoyer au casse-tête dans un genre de match, il va falloir beaucoup plus défendre qu'attaquer. Et je pense surtout aussi que côté Hakimi Barcola, il va falloir un piston qui prenne pas beaucoup le côté, plus pour bloquer le couloir. Et de l'autre, pourquoi je mets Klose à gauche? Parce qu'il a déjà joué à Lens, parce qu'il sait le faire, et parce que ça va être très important d'être en contre-attaquant de Nuno Mendes, qui laisse énormément d'espace dans son dos. Euh, C'est inversé, Ah Flo. non, c'est Du l'inverse. coup, ah oui, Ah ouais, oui. donc non, C'est-à-dire que là, en fait, j'arrive. là, tu mets Louché Putain, contre. t'as Excuse-moi, raison, tu t'as mets raison, Louché contre Nuno Mendes et Barcola. Excuse-moi, raison. j'ai failli faire un coma. Non, 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 c'est Hakimi. Non, il joue côté. Barcola, il joue côté Hakimi. Il joue à gauche. Ah non, mais Oui, attends. Hakimi joue côté droit. Barcola joue Pardon, côté. pardon, pardon. J'ai inversé les deux, excuse-moi. Excuse-moi, autant pour moi. Non, non, pardon. Oui, donc Ben. Oui, non, c'est ça, il joue côté Nuno Mendes. Donc oui, non, je mets Loussé côté Nuno Mendes Barcola. Exactement ça. Et je laisse Klose à droite en contre-attaquant d'Hakimi qui parfois prend une position de faux neuf pour prendre le dos. Boudaoui et Ndombele en double pivot. Flo devant eux et Moukoko Guessant devant. Je laisse Boga sur le banc. Parce que, tout simplement parce que je veux du lien entre le milieu et l'attaque, du lien. Et parce que surtout, enfin, Boga, c'est trop frustrant, quoi. Faut qu'il fait des différences, mais à un moment donné, je veux un dernier geste. Et ça avait bien marqué la triplette Moukoko. Et je pense qu'on va, à l'image d'Arsenal en Ligue des Champions, je pense qu'en mettant beaucoup de densité dans l'axe lorsqu'on a le ballon et notamment en faisant jouer nos trois offensifs proches l'un des autres, on a vu Pacho et Marquinhos en grande difficulté. Surtout qu'il n'y a pas de 6 vraiment fixe à Paris. Donc je trouve qu'ils se baladent entre les lignes et les deux de devant, ça peut être pas mal en termes de connexion. Donc je m'inspire de mes petits gunners et voilà, bon, même si nous on est moins fort au coup de pied arrêté. Mais voilà, on part là-dessus. Moi, je partirai là-dessus. Boulka, Bombito, Youssouf, Dante. Ah, par contre, ton louché piston droit, je m'y attendais pas. J'ai du mal à m'en remettre, hein. Je reprends ma Ah, je suis quoi à respiration. gauche? Attends, non, à droite, ouais, c'est ça. À droite, ouais, c'est ça. Klos à droite, Abdi à gauche. Je pense qu'effectivement, si on opte pour euh, notre style, à savoir des transitions rapides et l'exploitation de chaque erreur, de chaque phase de transition, je pense que ça peut faire beaucoup de bien d'avoir un Abdi, même si effectivement, défensivement, va falloir voir parce que ça faisait un peu flipper sur la première mi-temps à Lens. Je serais tenté moi d'aller dans ton sens, Flo, sur l'incorporation d'un milieu supplémentaire, de mettre un double pivot, par exemple Boudaoui Rosario, ou alors Rosario un cran plus bas et Boudaoui Ndombele euh, on va dire plus Ouais, libre. Ndombele en 10, hein. C'est possible aussi, Ouais, Ndombele Ndombele en en 10, hein. 10. Donc Avec Boudaoui Rosario, hein. soit un triangle, enfin, soit une pointe haute, soit une pointe basse, mais on va dire une animation à trois milieux, donc ça fait 3-5-2. Et devant, c'est compliqué, mais je mets Guessant de sûr. Ça fait peu en fait, hein. Ça fait peu de offensifs, hein. Je mets chaud Guessant avec un Ndombele beaucoup plus libre. Et sur le banc, Moukoko, Boga, Buonani, des armes pour changer au cas où ça le fait pas quoi. Peut-être voilà, parce que le milieu de terrain quand même, il va y avoir quoi? Du Vitinha, du Neves, du Fabian Ruiz.
du Zahir Emery, Kangin Lee sans doute, qui va aussi. Enfin, je veux dire, il va y avoir de la qualité, quoi, de la qualité technique. J'ai trop peur qu'avec ce double pivot, surtout sur les fameuses phases de transition défensive, on se fasse Après, trouer. Un petit pronostic, messieurs? ah, Je enfin, t'ai coupé la chic, Flo. non, non, après moi, si j'étais Francaise, je ferais de la vidéo sur le match de Reims. C'est-à-dire les attendre en bloc médian, par moment aller les chercher haut. Quitte à ouvrir dans notre dos, c'est pas grave, mais de toute façon, c'est pas subir. Donc on sait pas subir. Pas subir, faut jouer. Et cette année, de toute façon, tous les matchs qu'on va jouer, il faut partir avec l'idée qu'il faut marquer plus que l'adversaire. Donc on sait pas subir, donc on ne faut pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Et autre chose, c'est que ce match, pour moi, il va être décisif pour la suite, parce qu'on parle tout le temps de beaux jeux. Et depuis le début de la saison, c'est 8 matchs de compète, 2 victoires, c'est Saint-Étienne-Angers. Un pronostic, Hugo? Et bah, je vais rester dans ma ligne de édition, c'est-à-dire très négative, puisque non seulement on a joué avec 2 jours de récup de moins que le PSG dans des conditions difficiles, mais en plus, en général, le PSG, journée après défaite en Ligue des Champions, ils mettent un tarif. En plus, il y a l'histoire avec Dembélé qui va être de retour, qui voudra forcément prouver. Ils seront tous revanchards, donc je sens très très mal ce match. Donc, pronostic, une défaite 3-1. On aura eu des occasions, on aura animé le match sans convertir. Pareil qu'ils vont nous avoir parce qu'ils sont très bons en transition aussi, donc ils vont nous faire très mal en transition. Et une deuxième mi-temps un peu apathique et on prend un but à la fin, un exploit de Barcola. Et voilà, terminé. Ok. Flo? Moi, tout à l'heure, je t'ai parlé irrationnel, donc je vais un match irrationnel, j'y crois. 3 de Nice, PSG qui tombe dans la crise avec Enrique et toutes ses déclarations et sa gestion de vestiaire très farfelue, un groupe qu'il est peut-être en train de perdre déjà. Des rumeurs de démission dans la semaine. Dembélé revanchard, mais avec que 2 de QI, est-ce qu'il va pas plutôt jouer avec le frein à main? Voilà, une victoire 3-2, un Allianz Riviera en fusion, les touristes on perd les mots et voilà, et qui permettent d'enclencher une dynamique avant l'entraînement de Nantes-Ferencvaros-Monaco. Ah là là, ah, franchement, si t'avais suivi Hugo sur le pessimisme, je t'aurais suivi, mais là, j'ai envie d'y croire. Là, là tu vois, tu viens de rallumer la flamme. Victoire 2-1, avec un but de Esseric sur un centre de Botéac. Ah non, merde, on n'y est plus. Pardon, excusez-moi. Euh, N'empêche, euh, les 2 meilleures attaques de Ligue 1 qui vont s'affronter, hein, dimanche. ouais. Non, non, mais il y a moyen de vivre une soirée de dingue. Irrationnel. Ouais, il y Irrationnel. a Moi, moyen je... de vivre une soirée gros tifo de la Sud. D'ailleurs, je l'ai pas dit. Le parquage hier soir, quand même, Exceptionnel. exceptionnel. Ils ont été au rendez-vous. Malheureusement, sur le terrain, ça n'a rien donné de positif. Mais en tout cas, bravo aux 803 supporters qui ont donné de la voix, ont donné de leur temps et de leur argent pour aller voir une défaite sèche de l'OGC Nice sous une pluie diluvienne. C'était eux, je pense, les hommes du match, hommes et femmes du match hier soir. Et ouais, 2-1, un match ouais, avec, je vois bien voilà, des phases où Nice démarre fort, 15-20 minutes, on marque là dans cette période-là. Ensuite, on recule peut-être après la première demi-heure parce qu'on commence à avoir un contre-coup. On se fait égaliser à la 39e. Et puis, deuxième mi-temps, on serre les fesses jusqu'à peut-être l'heure de jeu. Et là, je sais pas, sur un exploit individuel, ou sur un coup de pied arrêté, tiens, on marque ce 2-1. Mais ouais, faut y croire. Enfin, et Ah, bien finir j'annonce avant la Guessant trêve. buteur, hein. Guessant buteur. J'annonce Guessant buteur. Ça aurait été fait en exclu ici. Voilà. Voilà. Messieurs, Et un gros match d'Ndombele. Messieurs, un grand merci à tous les deux pour votre participation et cette thérapie de groupe et bien, au lendemain de cette défaite. Tout n'est pas perdu, hein. On est toujours début octobre. Voilà, on va pas tirer la sonnette d'alarme. Mais voilà, des matchs européens qui malheureusement se renouvellent d'année après année sans qu'on voit un progrès réel. Merci Flo, merci Hugo. Nous, À toi. on se retrouve Merci à toi. lundi
le lendemain du match contre le Paris Saint-Germain pour débriefer ce match. Merci à tous les deux, à très vite. Et puis Sanissa.